En introduction, je vous propose quelques insights sur le marché de la tech en 2024. On vient de sortir une grosse étude sur le sujet avec environ 3000 personnes qui ont répondu. Donc, qu'est-ce qu'on en ressort? Une reprise prudente du marché de l'emploi, qui est un petit peu depuis début 2023 en stagnation, mais qui commence à reprendre un petit peu du poil de la bête. On a environ 51% des devs qui ont l'intention de changer d'emploi en 2024. On était à 65% l'an dernier, donc un peu moins qui essayent de changer. Je pense que c'est parce qu'ils savent que le contexte n'est pas forcément favorable. Euh, sur le télétravail, on a un peu un inversement de tendance et beaucoup de satisfaction de l'état actuel des choses. Alors, en gros, on a moins de full remote disponible et les gens en demandent un petit peu moins aussi, même si ça reste encore très demandé. Mais par contre, dans l'ensemble, on a du télétravail de 3 jours par semaine minimum et la plupart des devs sont satisfaits de ce rythme. On a l'intelligence artificielle qui est encore loin d'être démocratisée, qui a fait un gros boom avec l'arrivée de ChatGPT, mais on voit que les entreprises soit peinent à la mettre en place, soit, soit le font s'ils ont vraiment des use cases ou le délèguent parfois. On a une normalisation des salaires en 2024 qui commence à se mettre en place après les changements qu'on a connus avec les VC qui financent beaucoup moins les startups et donc les salaires qui redeviennent un petit peu plus, entre guillemets, raisonnables, en tout cas moins surévalués pour attraper très vite des talents et les faire bosser tout de suite sur notre produit. Et on a malheureusement encore de forts écarts entre les rémunérations des hommes et des femmes. N'hésitez pas à jouer là-dessus si vous êtes aux commandes, c'est important. L'enquête salaire de TPC sort aujourd'hui. Donc, pour la télécharger, je vous propose un petit QR code ici à gauche. Et on vous propose aussi de télécharger notre dossier sur la culture ingé en startup, qui vous permettra de savoir ce qui se fait, de comparer vos pratiques et pourquoi pas de trouver de bonnes idées de choses à mettre en place chez vous. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé à 5 startups de nous partager leurs pratiques sur le sujet. On en a fait un doc sur Notion que vous pouvez attraper avec le QR code de droite. Donc, la culture produit, c'est souvent plus documenté que la culture ingé. Nous, on a fait le dossier manquant côté ingé. Donc, ça peut servir aux tech, ça peut servir aussi au product pour mieux échanger avec les techs. Quelques mots sur The Product Crew. Nous, on se définit comme les copilotes du recrutement pour les startups et scale-up ambitieuses. On a une vision qui est d'aider à bâtir les futurs champions européens de la tech. Et pour ça, on a créé une communauté qui réunit les meilleurs talents du dev, du product, de la data et du design. Et en 2 ans, on est devenu 10 000 membres qui s'aident à progresser dans leur métier en continu, avec des ressources expertes, des événements, du coaching. Et on aide aussi nos membres à trouver leur prochain taf au sein des meilleures startups et entreprises tech. Donc pour ça, on accompagne environ 800 entreprises, une moyenne de 1000 talents en recherche ultra actifs chaque mois. Si vous cherchez votre prochaine aventure, vous pouvez passer par nous en flashant le petit QR code que vous voyez en haut à droite de votre écran. On vous aidera à trouver le poste qui convient. C'est un système super efficace avec un sprint d'un mois durant lequel on te propose des opportunités qui valent vraiment ce que tu recherches. Voilà pour le petit instant promo et le contexte. On peut revenir au sujet des jours. Donc pour ça, je vais passer le micro à Laurie et je vous retrouve tout à l'heure. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ma première expérience en tant que présentatrice. Donc, j'espère que je serai à la hauteur et que je vais pouvoir vous apporter des choses intéressantes. Je partage mon écran tout de suite. Hop, tout est bon? Parfait. Yes, c'est bon. Ok, quelques mots sur Care déjà. Donc, comme Mathieu l'a dit, effectivement, Care, c'est une entreprise de téléconsultation qui a été créée en 2017 et rachetée en 2021 par El Siro. Effectivement, donc ça permet à des professionnels de santé qui sont soit libéraux, soit salariés de pouvoir faire des téléconsultations avec des patients. Et on a également du B2B avec des partenaires avec des écoles, universités et des EHPAD. Et bien sûr, on a également, je pense, comme beaucoup d'outils de service, aussi des administrateurs en tant que nos utilisateurs. Il y a quelques temps encore, on avait également les secrétaires médicaux et les pharmacies. Donc, beaucoup d'interfaces différentes, beaucoup d'utilisateurs différents. Un produit assez complet et complexe. Notre rôle et notre objectif, effectivement, c'est d'apporter un impact positif, un impact social aussi, avec notamment le fait de lutter contre les déserts médicaux, d'apporter le meilleur soin possible à nos patients et d'améliorer la qualité de vie et l'expérience de tous nos utilisateurs, quels qu'ils soient. Mais également, très important pour nous de s'intégrer au système de santé
Notamment, on en parlera à un moment. Voilà, c'est un domaine qui est en pleine structuration et on doit passer des agréments. Et ça, c'est une partie forte en ce moment de nos objectifs. Il faut aussi, bien sûr, qu'on puisse faire croître le business et Care pour permettre d'évoluer dans le futur le mieux possible. Et puis effectivement, comme toute solution tech, également un objectif de renforcer le socle technique qui doit supporter de plus en plus d'utilisateurs chaque jour. Donc, comme vous voyez, ça fait beaucoup d'objectifs, beaucoup de sujets, beaucoup d'interfaces. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on est 35 tech et ça fait pas longtemps, parce qu'il y a quelques mois encore, on était un peu moins de 30, environ 50 personnes au sein de Product and Tech. Donc effectivement, par rapport à tout ce que je vous ai dit juste avant, c'est à la fois peu de personnes pour faire tout ce qu'on doit faire et en même temps trop de personnes pour pas avoir une organisation et une structure pour que tout se passe de la manière la plus fluide possible. Donc, c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui, vous partager comment on travaille chez Care et surtout je vais plutôt parler du côté tech. La culture qu'on a mis en place qui nous permet effectivement aujourd'hui de s'en sortir itérativement pour atteindre tous ces objectifs et travailler sur ce gros produit avec ce nombre de personnes. Donc effectivement, nous, ce qu'on cherche en permanence, c'est l'idée par l'impact, c'est-à-dire on mesure tout. On sait quel sera l'impact d'un sujet qu'on va mettre en place. On le mesure une fois qu'il est mis en place pour s'assurer que ça fonctionne ou pas. On co-construit beaucoup, tous ensemble entre les métiers. Il y a vraiment personne, aucun rôle qui est mis de côté. L'idée, c'est d'impliquer les gens au plus tôt et notamment aussi les devs, puisque c'est très important pour eux, pour nous, de comprendre pourquoi on fait les choses. Ça permet de le faire mieux. Euh, une culture aussi autour du fait d'essayer. En fait, si on ne sait pas, si on a un doute, on essaye. Peut-être qu'on va réussir, peut-être qu'on ne va pas réussir. D'apprendre de ses échecs, en tout cas quand on ne réussit pas, et de savoir se remettre en question en permanence. Et donc, du coup, tout ça sur une boucle un petit peu d'itération où finalement, en permanence, on va remonter et trouver quels sont nos problèmes, faire des hypothèses, lancer des expérimentations autour de ces hypothèses, puis mesurer si effectivement c'était ça, si ça fonctionne. Et donc soit ça fonctionne pas tout de suite. Et en général, ça prend plusieurs itérations avant de pouvoir améliorer les situations. Ça arrive même parfois que effectivement la situation était mieux. Et puis après, quelques mois plus tard, avec le fait qu'il y ait plus de monde ou d'autres process, qu'il faille revenir aussi sur un problème qu'on avait déjà potentiellement en partie réglé. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir rebondir en permanence. Du coup, je vais vous présenter un petit peu le chemin et le cheminement qu'on a eu depuis fin 2020. Moi, je suis arrivée à cette époque, donc c'est vrai que c'est plus simple pour moi de vous parler à partir de cette partie-là, mais c'est aussi un moment de vie de Care où on était post les premières vagues de Covid et où il y a eu le premier scaling finalement de la solution. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu année par année des problèmes qu'on avait, des expérimentations qu'on a faites et des résultats depuis fin 2020 jusqu'à maintenant. Donc il faut imaginer du coup que au moment du Covid, la téléconsultation, elle a fait un gros boom vraiment en quelques semaines. On est passé de quelques dizaines de professionnels de santé à plusieurs centaines. Du coup, tous les chantiers sont un petit peu arrêtés et il a fallu mettre toute l'énergie des équipes sur le scaling de la plateforme et des fonctionnalités pour permettre de s'en sortir le mieux possible au plus vite. Ce qui fait qu'effectivement, fin 2020, on a eu une situation où la dette technique, elle était importante de par le contexte Covid qui a fait qu'on a dû aller très très vite, mais également parce qu'avant ça, l'équipe était assez petite, c'était un projet qui était en construction et donc du coup, forcément, il manquait aussi certains standards et structures euh, pour permettre de scaler au plus par la suite.
Il y a également eu beaucoup de turnover à cette époque-là, juste après la fin de la première partie du Covid, puisque justement, bah, ces périodes avaient été assez difficiles pour les équipes. Et donc, du coup, moi, quand je suis arrivée, il y avait cette situation-là avec plus beaucoup d'évolutions produits, beaucoup de sujets techniques et des sujets qui prenaient assez longtemps, puisqu'il y avait une volonté de l'équipe tech de vraiment plus faire les choses rapidement, prendre vraiment le temps et reprendre les choses le mieux possible. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, le CTO gérait tout seul le support niveau 2, donc les devs n'étaient pas du tout en contact finalement avec, on va dire, le terrain, c'est-à-dire bah, les problèmes que pouvaient avoir les utilisateurs, que ce soit des utilisateurs externes ou même internes avec les personnes du support et les administrateurs. Donc à ce moment-là, vraiment le point important pour moi, c'était de rétablir la communication et de mettre vraiment un début de co-construction entre du coup le produit et la tech. Et donc à cette époque-là, moi j'ai été tech lead d'une des deux équipes qu'on avait. On était plutôt séparés en domaines à l'époque. Il y avait une équipe qui s'occupait de toutes les interfaces soignants et une équipe qui s'occupait de toutes les interfaces soignées. Et du coup, moi, avec ma PM de l'époque, on a passé beaucoup de temps à pouvoir se poser et se challenger et comprendre les besoins. À la fois, moi, de ma part, côté tech, de comprendre et de challenger les besoins et l'impact derrière chaque demande produit que ma PM faisait. Et également de pouvoir, moi, expliquer et accepter les challenges, bien sûr, des besoins et des impacts de sujets techniques que je pouvais apporter moi-même. Donc là, l'idée, c'était de trouver le bon équilibre entre délivrer de la valeur à nos utilisateurs, mais faire de la qualité et s'assurer qu'on se comprenne bien et qu'on sache pourquoi on faisait les choses. Également, du coup, à ce moment-là, on a également décidé, à un moment donné où le CTO était en vacances et que plus personne ne pouvait répondre au support, de pouvoir former tout le monde sur ces parties du support niveau 2. Et donc, on a créé un process qu'on a appelé Compagnon, où à ce moment-là, un développeur par jour tournait pour être responsable du support niveau 2. Donc au final, sur cette période, ce qu'on a réussi à faire avec ces évolutions, c'est de livrer plus régulièrement de l'impact tout en continuant notre process de réduction de la dette technique. Il y a eu une meilleure communication également entre le produit et la tech au sein de l'équipe. Et puis, moins de bus factoring, donc du CTO pour le support niveau 2, et puis plus de liens de facto entre les devs et les utilisateurs, puisque bah, du coup, on contacte direct avec ce qui marche pas, les problèmes et les irritants que pouvaient avoir nos utilisateurs. Bon, bien sûr, on n'a pas réglé tous les problèmes d'un coup. Et un des sujets qui nous restait sur cette partie, du coup, plutôt 2021-2022, beaucoup d'interdépendance entre ces deux équipes dont je vous parlais. Donc, l'équipe qui s'occupait des interfaces soignées et l'équipe qui s'occupait des interfaces soignants. Puisqu'effectivement, comme vous pouvez l'imaginer, il y a pas mal de fonctionnalités qui vont toucher les deux. Puisque du coup, si on ajoute une fonctionnalité dans la téléconsultation, bah, il y a deux côtés. Et du coup, il y avait pas mal de retard et de blocage entre ces deux équipes, avec parfois des oublis fonctionnels ou du type ah, bah, on ne sait pas qui est responsable de faire le pont entre tel et tel, entre les deux parties, et donc du coup, parfois des moments compliqués. Ce qui faisait que ça générait des retards et que le delivery était assez lent. Savoir qu'à ce moment-là, on venait aussi d'être acheté, donc le delivery était aussi forcément plus regardé et du coup, c'était important de pouvoir améliorer ce point-là. À cette époque-là, on a également du coup eu un changement de CTO et du coup, le nouveau CTO a voulu, pour régler ce problème-là, avec le CPO, lancer une tentative de feature team. En fait, on s'est vite aperçu que finalement, c'était pas ce qui nous convenait parce que ça scindait trop les équipes sur une petite partie du produit sur lequel ils avaient la responsabilité, la connaissance, mais qui n'était pas partagée. Et puis, effectivement, on a beaucoup de fonctionnalités dans le produit et il n'y avait pas assez d'équipes pour pouvoir faire que ça fonctionne. Donc, ils ont pu réagir très, très vite et rebondir. Et on est allé vers le concept de l'impact team, avec du coup des équipes qui touchent à toutes les parties du produit, mais qui sont responsables d'un impact.
Et donc, dans chaque équipe, un product manager, un product designer et du coup, quatre devs à peu près et un tech lead. Il y avait également le sujet du coup des sujets hors impact, puisque effectivement, bah, c'est peut-être l'inconvénient des organisations en impact team, c'est que ce qui n'est pas hors impact mais doit être fait peut un peu arriver et déranger un peu les roadmaps. Donc effectivement, ça, on avait fait une expérimentation de répartition équitable dans un meeting où on attribuait ces sujets-là en expliquant bien sûr à chaque fois l'impact, pourquoi il fallait qu'il soit fait, quelle était l'urgence et l'importance. De par le fait également que on passait de 2 équipes à plus 4, 5, il a fallu aussi qu'on standardise les rituels de sprint et plus globalement d'ailleurs qu'on optimise et qu'on harmonise aussi le temps des équipes et notamment les plannings. L'idée, c'était de faire en sorte qu'il y ait moins de temps perdu possible et de permettre aux équipes de se focus sur ce qui était important et de pouvoir être le plus efficace possible. Donc, par exemple, pour les plannings d'équipe, on a refait tout réharmoniser pour avoir le temps de rebondir entre les différents rituels de sprint, mais également pour faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 1h15 de meeting par jour et jamais après 15 heures pour permettre des grosses plages de focus. Dans la standardisation des rituels du sprint, on a également fait attention à ce qui est une grosse part de présence de l'équipe et notamment des devs sur la partie challenge fonctionnel, réflexion, comprendre pourquoi on fait les choses et du coup faire comprendre qu'ils étaient attendus de poser des questions et de challenger pour que même de proposer des solutions également. Donc, sur cette partie d'année, bah, effectivement, on a réussi à réduire les retards de livraison, augmenter la qualité, puisque du coup, moins d'oubli également. Les sujets hors impact, par contre, effectivement, comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, impactaient quand même assez négativement les plans qu'on faisait, puisque du coup, on n'avait pas forcément en tête au moment de faire la roadmap la quantité de sujets qu'il pouvait y avoir. Point positif également, les équipes étaient plus empowered du fait de l'organisation, de la co-construction qu'il y avait ensemble et de l'impact. Mais par contre, du coup, bah, frustrées quand des sujets top-down arrivaient. Et effectivement, bah, ça, c'est quelque chose qui était quand même assez fréquent. Là, du coup, sur la partie plus de 2023 à maintenant, on a eu beaucoup de choses, beaucoup de challenges, notamment un impact croissant de la dette technique historique, et également parce qu'il y avait avec le volume qui augmente, effectivement, il y a des difficultés qui sont plus visibles. Il y a eu l'objectif d'être rentable également, la structuration dans le domaine de la santé et surtout de la téléconsultation dont je vous parlais au début avec l'agrément. Et on a constaté aussi qu'il y avait un manque de suivi du delivery et de la qualité technique qui finalement bah, nous causait problème au quotidien puisque nous permettait pas d'être aussi efficace qu'on aurait pu. Donc, on a beaucoup expérimenté du coup sur cette année 2023 et puis même maintenant, début 2024. D'abord, pour la partie des techniques, on a commencé à mettre un quota de sujets techniques. C'était 20% des sprints qui étaient alloués à des sujets de dette qui étaient priorisés par les équipes tech dans des points de stack. On a également mis en place, à l'initiative du CTO, un open space PNT entre tous les 6 mois et tous les 1 an, où vraiment tout le monde dans Product and Tech était amené à venir avec son sujet. On votait les sujets les plus intéressants et l'idée, c'était de faire des groupes de discussion et d'arriver avec une solution exploitable. Ça a été très intéressant pour nous. Ça nous a permis de tacler beaucoup de problématiques qu'on avait, notamment des sujets formation qui ont donné lieu à l'arrivée des Lightning Training, qui sont des petites sessions de formation de 30 minutes de manière hebdomadaire sur des sujets votés par les équipes, proposés et votés par les équipes. Donc voilà, que quelqu'un puisse lever la main en disant bah, moi, je sens que je galère sur ça et je ne comprends pas telle partie du produit ou tel process ou j'ai du mal sur telle partie technique.
Si d'autres personnes votent et sont intéressées par la formation, alors du coup, elle a lieu et on s'organise comme ça. Ça a beaucoup aidé les équipes aussi à prendre un petit peu en main, à se sentir moteur et d'avoir les clés aussi pour régler leurs problèmes plus efficacement. On a également, sur le sujet du support niveau 2, beaucoup travaillé avec le support pour, alors déjà, de notre côté, pour améliorer la formation et l'accompagnement des devs qui étaient dans le process compagnon, qui était devenu à ce moment-là d'ailleurs sur 2 semaines et toute une équipe, mais également travailler avec le support pour l'amélioration de la qualification et réduire les demandes illégitimes, donc les fausses alertes ou les choses sur lesquelles à la tech on n'avait pas de valeur ajoutée. Parce que l'idée, c'était vraiment aussi d'améliorer la relation entre les services et de faire en sorte que on soit plus efficace dans le traitement de ces demandes-là. Par contre, du coup, à ce moment-là, on a eu un sujet, je vous parlais du manque de suivi dans le delivery, dans la qualité technique. Le rôle de tech lead, qui était du coup dans l'Impact Team, il arrivait à ses limites parce qu'il y avait beaucoup de choses. Donc, on l'a séparé en 2 rôles. Un rôle delivery, team lead, qui est manager de l'équipe et qui suit le delivery avec le product manager et le product designer. Et un rôle technique de stack lead. Il y en a un par stack et du coup, le stack lead est chargé de tirer l'amélioration de sa stack, la stratégie, de s'assurer que ça avance et de mettre en place les standards et les bonnes pratiques. Donc l'idée, c'était de permettre du coup de plus préciser les rôles, de les séparer pour avoir plus de temps de le faire mieux. On a également mis en place à ce moment-là le product trio, donc du coup le product manager, product designer et team lead qui sont dans l'équipe, un groupe très fort qui co-construit très très tôt dans la conception. Ce qui fait qu'effectivement, ça permet aussi à la partie tech d'être intégrée très très vite dans la conception de produit, de pouvoir échanger et trouver des solutions qui sont à la fois pertinentes et pas trop compliquées, enfin, d'avoir la réponse la plus pragmatique à des propositions qui peuvent être faites. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai mon product trio puisque je travaille énormément avec les head of product, donc product et design. Et on itère énormément du coup sur cette organisation, sur tous les pain points qu'il peut y avoir au fil du temps. Avec cette organisation et du coup la partie product trio, on a également mis en place des points de contrôle de conception, ce qui permettait à des gens en dehors de l'équipe également de challenger les sujets qui étaient proposés, la conception de design et la conception tech. Voilà, l'idée, c'est vraiment de toujours faire en sorte que tout le monde soit impliqué le plus possible et qu'on ouvre à la discussion, au challenge, à trouver des solutions plus pragmatiques, meilleures, plus rapides, tout en restant focus sur la qualité et la scalabilité du produit. Et également par rapport au pain point que je vous parlais tout à l'heure, des sujets hors impact, en fait, on a décidé de séparer la bande passante de chaque équipe en 80% de la bande passante sur l'impact et 20% sur le run. Donc des sujets hors impact et qui permet quand même d'avoir le moins d'incidence possible sur les roadmaps et d'avoir la meilleure visibilité finalement sur le travail qui va être fait. Du coup, sur le bilan là, pour 2023 et début 2024 pour l'instant, il y a des wins et c'est cool. Donc, les équipes connaissent le besoin et l'impact de chacun de leurs chantiers. D'ailleurs, ils challengent et participent à toutes les conceptions, pardon. Ils sont vraiment force de proposition pour trouver les solutions les plus adaptées et pousse également des améliorations techniques pour permettre d'être plus efficace à l'avenir, de mieux scaler. L'idée, quand il y a des sujets comme ça, c'est toujours de s'assurer que côté produit, en fait, c'est très clair, ils comprennent que c'est pas qu'on ne balance pas des termes techniques et que ce soit très clair et compréhensible et que tout le monde sache tout le temps en permanence pourquoi on fait les choses. Effectivement, d'un point de vue aussi factuel, ce qu'on peut voir sur nos wins, c'est qu'on a une rétention très forte sur les équipes et du coup, ça nous rend confiant que notre organisation est bonne, en tout cas pas forcément la meilleure, mais en tout cas qu'elle convient. La rentabilité est pour très bientôt. On a été à l'heure sur tous nos chantiers régulatoires
sur l'agrément. Et la collaboration avec le support est beaucoup plus fluide qu'avant. Donc ça, c'est vrai que ce sont des choses qui sont très positives sur tout ce qu'on a mis en place. Il y a encore bien sûr des petits cailloux à casser sur le chemin, notamment une grosse charge de travail, hein, pour les stack leads et les team leads, qui ont du coup aussi, de fait de cette organisation et cette culture, beaucoup de conduite de changement à faire en permanence, puisqu'on itère beaucoup et du coup forcément il faut expliquer aux équipes pourquoi, bien communiquer avec, les embarquer dans les changements, les expérimentations et ça demande beaucoup de temps. La frustration toujours des sujets top-down dont je vous parlais, un petit peu au début, c'est ce qui est un point sur lequel, on avance mais qu'on n'a pas complètement craqué. Hem, la priorisation, ben, bien sûr, entre l'impact et la stabilisation de la plateforme, hein, qui est encore tendue, toujours difficile de trouver le bon juste milieu, puisqu'effectivement, on a quand même aussi beaucoup d'objectifs, et de choses à faire, côté produit et business et de plus en plus d'utilisateurs, donc le besoin de scaler cette plateforme. Et puis dernier petit caillou à casser, effectivement sur le run dont je vous parlais, donc les sujets hors impact. On priorise aussi par rapport à l'urgence et par rapport à l'impact, et donc du coup, parfois, il y a certaines personnes qui apportent des sujets qui sont pas pris, vite parce qu'il y a d'autres sujets qui sont plus prio et donc ça génère quand même une partie un peu de frustration, pour certains stakeholders de vitesse de livraison là-dessus. Pour terminer, quelques points clés, à retenir. Globalement, bah, ne pas avoir peur d'expérimenter, toujours mesurer quand on expérimente. Écouter les équipes, savoir se remettre en question. Si on pense qu'il y a une super solution et en fait, tout le monde est mal, c'est probablement pas une super solution finalement. Toujours apprendre d'un échec, comprendre pourquoi, voir comment est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois. Ne pas négliger la conduite de changement parce que ça, c'est très, très important, pour embarquer les gens avec soi, embarquer les équipes dans toutes ces expérimentations. Il faut, et parfois on le fait pas assez, il faut mettre en avant la conduite de changement et l'accompagnement là-dessus. Très important pour moi, savoir revenir sur une expérimentation qui fonctionnait et qui ne fonctionne plus. Il y a des choses, qu'on avait faites et qui marchaient très bien et à partir d'un certain nombre de personnes, de devs, plus de nouveaux ou moins de seniorité enfin moins de gens qui connaissaient le produit ou les règles métiers, en fait, il y a des choses qui fonctionnent plus et il faut revenir sur, un process qui a marché à une époque. C'est pas grave. Point important également, rester en contact direct avec le terrain. J'en ai pas beaucoup parlé, mais moi, par exemple, je fais un daily par jour, je vais voir une équipe tous les jours et c'est très important pour moi pour, à la fois, voir moi ce qui marche ou pas et voir un petit peu les réalités du terrain. Si, aussi il y a des nouveaux irritants, par exemple et puis ça permet aussi aux équipes de savoir ce que moi je fais et ce sur quoi j'avance et encore une fois, dans cette toute partie de transparence, d'impact, de communication et de co-construction. Je pense que c'est très important aussi de pouvoir, savoir, moi sur quoi je travaille dernier point, du coup, vous l'avez compris, là, on a parlé jusqu'à 2020. On est on a encore plein de choses à faire, ce n'est jamais terminé, mais en tout cas, on avance, et on y croit. Donc voilà pour moi, maintenant on va pouvoir passer aux questions et puis pour information, si jamais ça vous intéresse, on recrute pas mal en ce moment, donc n'hésitez pas. Merci Laurie, c'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé la culture de l'itération que tu mets en avant pour avoir des insights, une boucle de feedback et surtout revenir sur ce qui ne marche pas, qui est un truc qu'on oublie assez souvent de faire. Même si ça a marché, c'est pas pour autant que ça va continuer de marcher dans le temps. Et le côté aussi implication des devs, d'une part dans le contact client pour faire de la discovery et faire le support, et d'autre part l'implication de tous en fait sur les features implémentées. Ça, c'est très intéressant. Euh, on a quelques questions qui sont arrivées. Je vais donner le micro déjà à Ziad Hakim, si Ziad est parmi nous, donc il peut prendre le micro. Ouais, ma question à moi était toute. Vous m'entendez? Oui, Oui. c'est bon. Pardon. Donc merci pour la presse. Ma question était toute simple, c'est pour revenir sur les Impact Teams. Et si tu pouvais donner un peu plus un exemple plus spécifique des objectifs qui étaient donnés à ces Impact Teams. Est-ce que c'était
un objectif classique lié avec les objectifs de la boîte, genre, je sais pas, acquisition, conversion, rétention, ou c'était plus personnalisé par rapport aux besoins du moment? Les deux, dans le sens où effectivement, ce sont des objectifs qui peuvent paraître classiques, enfin, notamment effectivement acquisition, augmentation de la marge, ou des choses comme ça, mais par contre toujours en lien avec le business plan. Ces objectifs, ils changent tous les 6 mois, et du coup, tous les 6 mois, potentiellement, les impact teams vont changer d'impact et de responsabilité. Leur objectif, du coup, va évoluer. Et donc, voilà, du coup, effectivement, ça permet aussi aux équipes, et ça, c'est plutôt cool de pouvoir voir des choses différentes si 6 mois après, en fait, ils ont un nouveau sujet ou un nouvel objectif. Ça, c'est aussi intéressant pour eux de pouvoir toucher. Mais c'est toujours concret dans le sens où, effectivement, c'est toujours très, très lié à ce que nous, on doit atteindre dans le business plan, notamment, pour pouvoir évoluer. Ça répond à ta D'accord, question? donc du coup, ouais, ça répond, c'est intéressant cette deuxième partie où tu dis que ça peut changer tous les 6 mois, par exemple. Et du coup, c'était plutôt pris positivement par les équipes, en fait. C'était pas trop de déconcentration que tous les 6 mois, on doit changer de cap, quoi. On essaye de faire de toute façon les chantiers les plus courts possibles, dans le sens où on prend l'approche MVP. Comme on cherche vraiment à être sûr de notre impact, on va préférer faire de toute façon quelque chose dans un premier temps d'assez petit pour tester finalement si ça fonctionne, et après itérer dessus. Donc effectivement, c'est pas quelque chose qui est facile, et parfois ça peut être un petit peu stressant pour les équipes de se dire OK, comment est-ce qu'on va faire pour trouver la plus petite itération, le plus petit, la meilleure façon de le faire au plus vite. Euh, mais effectivement, en tout cas, ça nous permet aussi d'être plus souple et de permettre de changer les objectifs plus souvent. Donc du coup, oui, tous les 6 mois. Ça marche, merci beaucoup. Merci. On va passer à une autre question de Raphaël Michel sur la différence entre les impact teams et les feature teams. Raphaël, je te laisse la parole. Vous m'entendez, c'est bon? C'est Oui. bon. Ok, super. Merci pour la presse. Alors, j'ai eu des éléments de réponse au fur et à mesure de la présentation, mais il y a quelque chose qui m'a un peu, sur lequel j'ai pas forcément de retour. C'est, voilà, vous avez fait une expérimentation en feature team, ça n'a pas marché, et on est passé en impact team. Et les problèmes qui ont été remontés sur pourquoi ça n'a pas marché, j'ai pas forcément l'impression que ça a été réglé en mettant en place les impact teams. Notamment le fait qu'il y a un domaine quelque part spécifique à chacun où ça communique pas, etc. En quoi les impact teams, vous avez pu régler ce souci? En fait, les impact teams sont séparés. Enfin, la séparation, c'est l'objectif business et Mhm. pas du tout la feature, la fonctionnalité. Toutes les équipes travaillent sur la même code base, touchent à tous les microservices, à toutes les parties, toutes les interfaces. Et donc, du coup, on n'a pas ce problème de une équipe a la connaissance sur telle partie du métier ou sur telle fonctionnalité et pas les autres. C'est très très limité. Effectivement, ça arrive. Enfin, il y a des équipes qui mettent en place des nouvelles fonctionnalités, et donc du coup, pendant un temps court, ils sont plus connaissants sur ces fonctionnalités. Mais en fait, très très vite après, les autres équipes, pour leur impact, peuvent avoir à toucher à ces fonctionnalités et à les faire évoluer. Et donc du coup, justement, on n'a pas du tout de séparation de responsabilité par rapport au domaine. D'accord. Et du coup, le fait de ne pas avoir des personnes qui sont focus, parce que si vous parlez de microservices, ça veut dire que vous avez potentiellement une grappe d'applications, en tout cas qui peut être plus ou moins conséquente. Le fait de ne pas être focus sur une partie de l'application, est-ce que vous n'avez pas un problème à essayer de tout connaître? En fait, vous connaissez pas assez et de manquer justement cette expertise, ou alors après vous allez être charrette avec vos tech leads qui eux ils doivent essayer de tout connaître pour tout driver. Et vous là vous tombez sur un autre problème, c'est devient les tech leads qui viennent bottleneck. Alors, effectivement, nous, c'est super important pour nous, et c'est un challenge quotidien de s'assurer que tout le monde connaisse bien toutes les parties du produit. Après, nous, on estime que c'est de toute façon un travail qu'il aurait fallu faire que ce soit en organisation, en feature team ou en impact team, Mhm. mais beaucoup moins de risques avec cette organisation d'impact team où finalement tout le monde est amené à toucher à tout. Par contre, effectivement, on a donc ces stack leads qui sont
qui sont honneurs de leur stack, surtout sur l'aspect technique et standard. On est également en train de mettre en place des référents sur des parties D'accord, ok. fonctionnelles pour s'assurer que, en fait, par exemple, on a décidé que sur chaque partie fonctionnelle importante, il y aurait au moins 2 référents et qu'une personne ne serait pas référent sur plus de 2 sujets. Donc, de cette manière, on essaye de faire en sorte que tout le monde porte des connaissances et de limiter le bus factoring. Par contre, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite. Et justement, un petit peu ce que j'expliquais, c'était que l'idée, c'était d'itérer jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui colle pour nous et qui ait le moins d'effets négatifs. Et voilà, c'est un long chemin. D'accord, vous êtes combien les équipes, vous avez parlé de 5 équipes tout à l'heure, vous êtes combien en termes de nombre de développeurs, nombre de products, etc. On est 35 tech et à peu près autour de 50 product and tech du coup. D'accord, ok, très bien. J'ai d'autres questions, mais en fait, elles sont déjà traitées par Shannon. Je pense que vous allez lui donner la parole, donc hâte d'entendre les Oui, réponses. Merci. effectivement, ça va venir. Avant ça, on va parler un petit peu plus de la stack technique. On a une question de Halel Benbrahim sur le sujet. Euh, donc, du coup, je vais essayer de lui donner le micro si Halel est parmi nous. Il est plus dans le live. Là, ok. La question, c'est de savoir quel stack, quel techno vous utilisez, quel langage, comment c'est réparti, combien il y a d'environnement, un petit peu nous donner le background technique de Care. Oui, bien sûr. Alors du coup, côté front-end, on a une application mobile pour les patients qui est en React Native. Toutes les autres interfaces sont côté web, patient, du coup, c'est possible web et app. Et du coup, le web est en React. On est quasiment full typé en TypeScript maintenant, mais ça fait partie des sujets, justement, des techniques qu'on a taclées au fil des années. Côté back-end, on est en Node. Historiquement, on avait assez peu de microservices et on avait du loopback. Et on est en train de faire une grosse migration pour une meilleure séparation avec des microservices en Nest et typés en TypeScript. Et puis côté front, on a un monorepo du coup avec le, l'app et le web, et ce qui nous permet aussi d'avoir beaucoup de partage de code, notamment sur tout ce qui est règles métiers, et pour gagner du temps aussi et être plus efficace. Top, merci. Je vais donner la parole maintenant à Ludivine P sur la mesure et les différents indicateurs. Ludivine, à toi. Oui, bonjour et merci pour la présentation. Vous parliez au départ de la mesure de vos impacts. Je me demandais quels moyens vous aviez mis en place pour mesurer tout ça, s'il y a des outils, des indicateurs particuliers ou autre chose. Oui, du coup, bon, déjà, on a la chance d'avoir une équipe data avec un référent data lié à chaque impact team. Donc, ils ne sont pas dans les impact teams au quotidien, enfin, ils ne sont pas dans tous les rituels de l'impact team, mais ils sont dans tous les moments importants de définition de KPI, définition de ce qu'on va mesurer pour une feature et effectivement, après, vérifier que ça marche et mesurer. Donc, au moment de définir les objectifs de l'Impact Team, on va avoir un KPI clé principal sur lequel on a les éléments de mesure de succès clairs et chiffrés. Et après, à chaque changement ou fonctionnalité qui va être ajoutée, l'équipe va mettre en place, voilà, nous on pense que ça va faire bouger ce KPI de temps à temps. Et effectivement, après, on mesure qu'effectivement, ça a bougé comme on le souhaitait. Et ça nous arrive également de faire de l'A/B testing pour se conforter et confirmer un feeling avant de effectivement faire une grosse mise en production pour la totalité de nos utilisateurs. Est-ce que ça répond à ta question? Ok, oui, merci. Merci, Laurie. Ouais, j'avais aussi deux petites questions. Déjà, tu nous as parlé tout à l'heure du Covid et de l'impact que ça peut avoir. Je me demandais qu'est-ce que ça a donné niveau montée en charge des utilisateurs sur l'infra et quels ont été les pain points sur le sujet à cette époque-là. Du coup, c'était juste avant que j'arrive, donc je pourrais pas exactement te dire
ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a eu beaucoup de challenges et de sujets là-dessus, justement, pour faire en sorte de pouvoir supporter cette charge. Et après, plus récemment, sur le sujet où je parlais qu'on était plus impacté aujourd'hui par la dette technique du passé, c'est effectivement chaque semaine, on a de plus en plus d'utilisateurs et du coup, il y a certains sujets qui n'étaient pas super visibles, certains problèmes qui le sont de plus en plus. Donc, justement, tout est après dans l'équilibre qu'on cherche entre faire plus de fonctionnalités, croître les sujets business et stabiliser la plateforme. Et grosse responsabilité des tech leads là-dessus, justement de prévoir et de prioriser les chantiers pour assurer que la plateforme puisse scaler sans risque. Et donc, voilà, beaucoup de travail là-dessus. Et on est en train de mettre en place des choses, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir où mettre la priorité. Super. Bah, c'est justement un petit peu le sens de mon autre question. C'est, tu nous as dit qu'il y avait un focus sur la dette technique. Et quand on a généralement la dette technique à gérer d'un côté et la demande de feature de l'autre, ça peut créer des frictions. Donc, je me demandais comment ça se passe en interne ou voir avec les actionnaires, puisque vous avez été racheté. Comment ça se gère et qu'est-ce que ça donne au quotidien? Mais en fait, tout est vraiment, enfin, le plus important à chaque fois, c'est de pouvoir être très très factuel et se baser sur des chiffres parce que globalement, quand, euh, quand on dit juste ouais, il faut faire, enfin, faut réduire la dette technique, ça parle pas nécessairement. En plus, on sait très bien dans notre domaine que la dette technique, il y en a toujours. Le principe, c'est que le code d'aujourd'hui, c'est la dette technique de demain aussi. Donc, l'idée, c'est de vraiment montrer les impacts aussi que ça a finalement sur aussi le produit, les utilisateurs et donc du coup les enjeux business futurs pour pouvoir montrer que telle chose est finalement primordiale de tacler maintenant parce que sinon on pourra faire toutes les features qu'on veut derrière, ce ne sera pas possible d'évoluer, on arrivera à un plafond. Donc voilà, tout beaucoup basé là-dessus, autour de chiffres. Et effectivement, là, ces 20% de run dont je parlais, aujourd'hui, ils sont quand même sur une petite moitié pris par des sujets techniques, du coup, de suivi d'évolution de la dette. Ça marche, merci. Toujours passer par les chiffres donc, et par l'impact. Ouais. Je vais donner maintenant la parole à Shannon, Shannon Vettes, qui a énormément de questions à te poser. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Shannon, c'est à toi. Cool, bah merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, merci beaucoup. C'était super intéressant et plein d'idées. Je suis aussi une grande fan de cas. Je pense que vous êtes en train de bouger dans le bon sens. Donc, c'était cool d'entendre tout ça. Ma question pour toi, c'était, en fait, j'avais plusieurs, mais celui qui m'intéresse le plus, c'est cette question de management de priorisation. Je trouve que c'est hyper complexe, surtout si vous êtes dans un cas de figure où vous faites 20% run, parce que ça veut dire que vous avez probablement deux backlogs. Un backlog innovation pour améliorer la situation produit pour vos utilisateurs et aussi un autre qui est pour le backlog du gestion des problèmes tech, on va dire. Est-ce que c'est bien le cas? Et si oui, comment est-ce que vous prenez des décisions? Alors, en fait, enfin, euh, si on parle vraiment euh, très, très précisément, on a encore presque plus de backlog que ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que donc 80% sur l'impact et 20% sur le run. Donc, les 80% d'impact, donc c'est sur les équipes passent, du coup, préparent, proposent leur sujet par rapport à la valeur que ça va apporter pour l'impact et du coup lancent ces sujets-là sur les 80% de leur temps. Par contre, sur les sujets de run, ça peut venir aussi, enfin, c'est tout ce qui est hors impact. Donc, ça peut aussi bien être des choses de dé technique que des bugs non critiques qu'on a depuis longtemps et qu'on veut tacler, que des demandes d'autres services. Donc, effectivement, tout ça, ça comprend plein de sujets différents. Et donc, du coup, là, on fait un gros travail de qualification et de priorisation avec les Head of Product, donc mon productrice à moi, pour être sûr déjà de bien comprendre toutes les demandes, de les qualifier selon différents niveaux de sensibilité et d'urgence,
et après de les prioriser pour pouvoir après les proposer aux équipes toutes les 2 semaines en disant, bah voilà, ça c'est le top 10 des sujets de run qu'il va falloir prendre, cross-département, cross-sujet, les top priorités. Et là, du coup, on s'assure que ça colle aux 20% de chaque équipe. On explique bien sûr bah, l'impact et tous les sujets aux équipes. Et après, eux, ils disent, OK, bah, moi, je vais pouvoir prendre ces 2 tickets-là, moi, ces tickets-là, etc. Et après, ça, c'est des sujets qui seront embarqués au sprint d'après. Et donc voilà, toutes les 2 semaines, on peut être amené à remettre en jeu et reprioriser ces sujets de run-là tant qu'ils ne sont pas pris. Et c'est toujours fait par rapport à l'impact. Et donc, du coup, bien sûr, bah, les gens qui nous amènent ces sujets-là pour le run, eux, ils ont également, bah, dans certains cas, leur propre backlog aussi. Notamment, les stack leads, ils ont un backlog de suivi pour leur stack où ils ont tous leurs sujets et eux, ils font un travail aussi de leur côté de priorisation pour se dire, OK, bah, celui-là, en fait, c'est moins prio que celui-là, donc je vais proposer celui-là en run et pas l'autre. Et donc, du coup, finalement, chacun fait un petit peu son travail préparatoire de chaque côté. Une fois que ça arrive à notre côté pour la préparation du run, c'est déjà les top priorités de tout le monde. Et nous, on refait un travail de priorisation les sujets les uns par rapport aux autres, en assurant que ce soit très très clair pourquoi est-ce que telle chose est prioritaire par rapport à telle autre, puisque du coup, on se base vraiment par rapport à des critères plus factuels possibles. Et donc voilà, du coup, ça évite les incompréhensions et les conflits, puisqu'encore une fois, bah, c'est un gros sujet pour nous de s'assurer que tout le monde comprend pourquoi est-ce qu'on fait les choses et pourquoi est-ce que ce sujet-là est priorisé plutôt qu'un autre. Oui, c'est super hein, que vous preniez les informations d'abord et puis vous organisez ça en un backlog, c'est bien. Par rapport à cette décision de la prio, justement, est-ce que la récurrence de la douleur utilisateur ou la douleur sur le business ou tech fait partie des critères que vous utilisez? Oui, bah clairement, par exemple, sur la partie de priorisation d'irritants utilisateurs, on va le faire par rapport au nombre d'utilisateurs impactés, à quel point c'est impactant pour eux. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on regarde. Alors, soit par exemple, le Head of Design va beaucoup éplucher tout ce qui est Zendesk, avis utilisateurs, etc., pour voir un peu les frustrations, les irritants qui remontent régulièrement. On a également des points avec différents services, donc notamment le service client qui nous remonte également les irritants des utilisateurs et leurs propres irritants aussi, parce qu'il faut savoir que finalement, les administrateurs, ce sont aussi des utilisateurs de la plateforme Care, puisqu'ils utilisent l'interface administrateur et qu'il faut qu'ils puissent aider les patients et les professionnels de santé efficacement aussi. Donc, on priorise également des irritants métiers de personnes internes pour permettre d'apporter un service en meilleur. Ok, super, merci beaucoup. Merci. Merci Laurie. On se rapproche un petit peu de la fin du webinaire. Est-ce que vous pourriez tous nous donner une note sur 5 sur ce que vous avez pensé de ce talk et faire vos feedbacks en commentaire, s'il vous plaît, ça nous ferait vraiment plaisir. Pour info, vous aurez le replay normalement dans la journée sur YouTube. Pendant qu'on a les retours, Laurie, je te propose de nous donner le mot de la fin. Est-ce que tu as envie? Oui, avec plaisir. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette présentation et je vois des 5 partout. Je suis contente que ça vous ait plu. Toujours disponible pour en discuter, échanger autour de ça sur LinkedIn ou autre. Et puis, n'oubliez pas, on recrute si vous êtes intéressé ou vous connaissez des gens intéressés. Ce serait trop cool. Top, merci Laurie. Et puis franchement, j'ai l'impression que travailler chez vous, ça doit être sympa parce qu'il y a une belle organisation et bravo pour ça. Bravo aussi pour cette présentation qui était très très claire et très très bien faite, surtout pour une première fois, chapeau. En ce qui nous concerne, on se retrouve du coup au prochain live le 17 avril avec un grand décryptage sur les salaires et le marché de l'emploi en 2024. On va analyser tous les résultats de notre enquête, on va décrypter les tendances qui ressortent, on va
parler de salaire, de remote, de management, de culture produit et tech, etc. Ça devrait être très intéressant. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon appétit et une très belle fin de journée. Merci. Merci, au revoir.